Il n'y a même pas, quelque part, on a un hélicoptère de secours médical. Il n'y en a pas. Donc ça veut dire que là-bas, là où ils sont, dans cette circonscription-là, il n'y a pas d'ambulance. On a vu que des camionnettes, des motos transportées. Oh non, mais c'est pas possible. Bon, et puis maintenant quand vous voyez même les images, on les amène à Kinshasa. Et à Kinshasa, vous voyez, c'est quel hôpital qui va accueillir des gens qui ont besoin des soins spécialisés comme ça? Parce que maintenant, ils sont avec l'ONU là-bas qui les aide. Maintenant, quand l'ONU ne sera pas là, qui dit qu'ils feront mieux? Pendant que l'ONU est là, ils font pire. Mais quand l'ONU ne sera pas là, ils feront, je ne sais pas quoi, ça sera la fin. Alors, vous savez le danger qui est là? Si l'ONU parle là-bas, parce que notre armée a toujours été incapable, le danger qui est là, et je soupçonne que maintenant, ça c'est le mauvais plan de Kabila, c'est-à-dire que M23 peut revenir, Koundabatoire et je ne sais pas, AFDL, ils peuvent revenir, et les quoi, FDD ou quoi, ils vont revenir, donc tout le monde pourra revenir là-bas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci toujours parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers votre poste téléviseur, votre ordinateur, partout dans le monde. Vous êtes en train de nous suivre. Shotsem avec votre humble serviteur Yannick Wenge, votre émission Shotsem, une émission de divertissement, l'émission qui vous permet toujours à découvrir la réalité et les combattants. Ici, nous sommes à la fois d'ici, tout à partout, à travers cette émission, vous allez découvrir Congo. Alors aujourd'hui, j'ai un grand plaisir encore de recevoir pour vous le président Bruno Kantumpa, le président du mouvement Congo Paradis, et il est aussi vice-coordonnateur de l'ensemble de SADC. Pardon, le sous toujours, émission. On va parler sur tout qui se passe au Congo, sauf rien. Papa Bruno, bonjour. Bonjour Yannick, content d'être encore une fois avec vous. Bienvenue à cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président. Parlons à présent du meeting de l'opposition sur la place triomphale. Quelle est votre réaction par rapport à meeting et à opposition ensemble? Hey, Eric, Yannick, c'est pas là qui mingi parce que, écoute, sur place à Kinshasa, tous les leaders de l'opposition étaient au rendez-vous. Et le gouvernement s'est pris à Kinga. Et puis, Oyo, basala kilibanda. Lokola Moïse Katumbi, na Jean-Pierre Mbemba. Ils avaient communiqué par satellite ou, n'est-ce pas, par Internet et directement à la masse et au public. Voilà, ils allaient très positif. La mobilisation est à battre. Il y avait une grande mobilisation, malgré que ce jour-là, vous savez, apparemment le gouvernement avait tenté de saboter événement Ouana au niveau du transport public. Ils avaient empêché qu'il y ait fonctionnement du transport public, ce qui pouvait limiter vraiment le nombre de participants. Mais malgré tout, vous voyez, les gens ont eu vraiment la conscience patriotique. Ils ont compris l'importance historique d'une telle manifestation, parce que vous savez, ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas eu de mobilisation, des manifestations de cette portée-là pendant un temps. Et surtout, ce qui est important, c'est le fait que c'est toute la coalition de l'opposition, parce que vous savez, depuis que on avait proclamé la dernière liste des validés, c'est important de savoir tester, n'est-ce pas, le climat entre les leaders. Vous savez qu'après ça, il y a un aspect qui est important qui va ressortir et qui sera permanent dans les discussions, c'est comment est-ce que l'opposition va gérer la question de la candidature unique. Bon, on n'en est pas encore là pour répondre à cette question,
Mais si je dois donner mon opinion, c'était vraiment une bonne prestation. J'encourage les leaders à continuer dans cet esprit-là d'unité et de front. Et surtout, mon appel, c'est que les leaders puissent comprendre que ce front-là, ils doivent le garder ainsi et essayer de présenter ce front quand ils vont plaider pour le Congo à l'extérieur. Par exemple, à la réunion qu'il y avait eu aux Nations Unies, vraiment au moment où il y a des discussions importantes sur le pays. En ce moment, vraiment, il faut tout mettre en œuvre et ne pas être distrait et négligent de la part de nos leaders. C'est vraiment un appel à la vigilance, un appel à l'action, à la sagesse aussi et à l'intelligence. Parce que, vous savez, dans le temps aussi, le front comme celui-ci seront soumis à des tests solides et tout ça. Et il faut déjà qu'ils prennent l'habitude d'être ensemble comme ça. Et surtout quand cela vient après que dans la masse ou dans la population, il y a toujours des bruits où les gens sont en train d'inciter les conflits entre les uns et les autres. Donc c'est un exercice auquel les opposants sont appelés de temps à autre pour démontrer leur détermination à continuer à marcher et dans un front commun, parce qu'ils doivent aussi démontrer qu'ils ont compris que cette unité, ce front-là, est capital pour peser dans la pression à exercer sur le plan intérieur et extérieur du pays. Donc vraiment, il faut louer les efforts des uns des autres. Merci beaucoup. Comment vous trouvez pour les candidats uniques de l'opposition? Bon, après ce genre de discussion, après ce genre de meeting, voilà, sous les lèvres de tout le monde, bon, il y a cette question épineuse. Comment est-ce qu'ils vont trouver un compromis pour désigner le candidat unique? Bon, moi, c'est une question que j'ai souvent évité d'aborder parce que je disais en ce moment qu'il fallait donner la chance aux leaders d'assumer leurs responsabilités, parce que ce n'est pas moi et vous et la population qui devra désigner ce candidat unique, mais c'est ces leaders dans leur front qui devront se mettre ensemble et trouver un consensus. Alors, pour moi, il était question de leur donner la chance. Mais cela n'empêche pas que nous puissions leur dire des choses pour les inspirer et les mettre aussi en garde. Bon, voilà un peu les observations que moi je peux faire. J'ai dit ceci. Face au crime, face à la souffrance, face à l'incertitude qui règne en ce qui concerne les élections, donc la chance de sortir de l'emprise de ce régime Kabila, régime qui est décrié parce que c'est un régime qui n'a pas réussi à mettre fin aux souffrances qui affectent le peuple congolais depuis qu'ils sont là, qui n'a pas réussi à remettre le pays vraiment sur les pas pour pouvoir espérer une émergence de développement comme on l'espérait. Parce qu'il y a ça, donc le souci ou la préoccupation du Congolais, c'est de voir ce changement. Ce changement que auquel nous aspirons n'a pas commencé avec Kabila. Ça a commencé depuis le temps de Mobutu. Et ce changement-là, quelque part, je peux dire, Kabila l'a retardé. Il l'a bloqué, parce que maintenant nous vivons même pire que ce que nous avions vécu du temps de Mobutu. Parce que vous savez, l'incapacité militaire que nous menons, nous démontrons notre armée et les faiblesses que notre armée démontre, c'est quelque chose, que ce soit du temps colonial, que ce soit du temps de Mobutu, c'est quelque chose qu'on n'a pas vécu. Mobutu et même le temps colonial, il y avait quand même des efforts qui ont payé et qui ont démontré la volonté réelle des dirigeants
de pouvoir protéger la souveraineté et de pouvoir protéger la population. Mais ici, on parle de souveraineté na monokokaka. Mais en réalité, souveraineté implique beaucoup de choses. Ça implique aussi les obligations et les devoirs. Mais ici, on semble voir que le langage souveraineté pour notre gouvernement, ça implique qu'on ne doit pas les interpeller, qu'on ne doit pas les remettre en question, qu'ils sont intouchables, même par rapport aux lois nationales, que les lois internationales, lois pour lesquelles ils sont signataires. Et pour la loi du pays, ils ont prêté, juré serment de respecter la loi. Donc, ils ne veulent pas être redevables à la loi du pays, même à la loi internationale pour laquelle ils ont été signataires. Voilà, c'est dans ce contexte là-bas que ces gens nous chantent souveraineté, souveraineté. Vraiment, on est arrivé à cette à ce ridicule d'un pouvoir qui a perdu un peu des références et des directions, si pas, n'est-ce pas, de valeur morale. Donc nous sommes vraiment à un état le plus bas. Vous savez, à l'époque, Mobutu, la pression populaire, mais bien qu'il avait engagé des forces et tout ça, à la fin, Mobutu avait même fui la ville. Il est parti se réfugier à Badolite, à Kawele. C'est quand même un signe que quelque part, cet homme, il a accepté la pression populaire. Il voulait laisser un peu l'espace à la population de s'exprimer. Mais ce n'est pas le cas avec ce que nous vivons avec Kabila. C'est un monsieur qui ne veut pas entendre la pression, qui veut toujours se justifier et donner des raisons. Mais derrière ça, c'est un régime très dictatorial, plus comme l'a connu avec Mobutu. Prêt à utiliser tous les moyens, la force, s'il le faut, pour se maintenir au pouvoir. Alors, la question c'était quoi encore? Donc vous me posiez la question sur le... pour candidat unique. Oui, donc, enfin, vous me posiez la question sur le candidat unique. Alors, revenons un peu à cette question sur le candidat unique. Alors, je disais que je voulais laisser à leur discrétion les leaders d'en discuter des critères qui vont faire que... qui vont... être donc utilisé pour choisir un candidat unique. Alors je disais que je peux juste inspirer, parce qu'on ne peut pas, on peut juste inspirer. Alors je donne Alors je disais que les gens doivent, les différents leaders, ceux qui ont été validés, parce que moi je crois que tous les leaders, que ce soit ceux qui ont été validés et ceux qui n'ont pas été validés, tous doivent, n'est-ce pas, participer à la désignation du candidat unique. Alors, parmi les critères, je disais que, bon, il faut que chaque leader puisse prendre l'intérêt général, parce que si nous voyons la gravité de la situation, vraiment qu'il ne soit pas permis aux leaders d'avoir un intérêt personnel et égoïste qui est prédominant. Parce que ça serait irresponsable de leur part. La question est de savoir, est-ce que ces gens sont prêts devant cet appel-là, c'est-à-dire à renoncer à eux-mêmes pour ne voir que l'intérêt du pays. C'est-à-dire que chaque leader là-bas, Kamere, Félix, Matungulu, ils doivent être prêts à dire ça ne peut pas être moi, ça peut ne pas être moi, mais je suis prêt à continuer à soutenir le front. Parce que ici, c'est l'intérêt supérieur qui vaut. Alors, pour ça exemple, bien que je vois que les Congolais n'aiment pas qu'on leur donne des exemples. Vous savez, dans la vie, dans l'éducation, et une éducation efficace, elle donne l'importance aux images et aux exemples. Ce sont ces genres d'exemples et d'images qui renforcent, n'est-ce pas, le pouvoir éducatif de ce que l'on fait, de ce qu'on a appris. Alors, la connaissance qu'on acquiert de cette façon-là n'est pas seulement de l'appris,
mais ça devient quelque chose d'acquis. Quelque chose d'acquise, ok? Alors, je voulais dire ceci. Je vais donner un exemple. En Afrique du Sud, dans les années où il fallait négocier avec le gouvernement d'apartheid, ok? Il y avait le président Oliver Tambo, qui était président de l'ANC. Et il y avait Nelson Mandela qui était en prison. Il faut que les gens sachent qu'au moment où Nelson Mandela était en prison, il n'était pas le président de l'ANC. Je sais pas si celui qui était président de l'ANC, c'était qui? C'était Oliver Tambo. Et puis, Mandela n'était même pas vraiment actif parce qu'il était en prison. Donc il n'était même pas libre de ses mouvements. Mais eh bien, l'ANC s'était entendu pour désigner que Mandela qui était en prison puisse jouer le rôle de négociation pour la transition, de négociation avec le pouvoir blanc. Non seulement Mandela avait joué ce rôle, même quand il quittait la prison, Tambo était toujours le président de l'ANC. Et Tambo cède la présidence pratiquement à Mandela. Il dit non, Mandela, tout le monde est captivé par lui. Il a un pouvoir de persuasion et il peut jouer ce rôle mieux que moi. Celui qui était président de manière officielle, il avait concédé pour l'intérêt national ce rôle-là à qui? Mandela. Et vous savez, dans l'histoire de l'ANC, moi j'aime parler de cette histoire, bien que je trouve que dans la culture congolaise, la culture politique, moi je suis de ceux qui disent que nous avons une pauvreté, si pas une médiocrité de culture politique. Vous savez que Abdoulaye Wade a fait je ne sais pas à ce moment-là si tu avais quel âge, tu suivais ces choses, mais nous savons qu'à l'époque, quand Abdoulaye Wade était arrivé au Congo, il avait fait ce constat amer qu'il y avait d'absence de culture politique. Eh bien, je semble partager un peu cette opinion avec Abdoulaye Wade. Alors, je dis, le refus de tirer des leçons des autres expériences, alors que en éducation, à l'université, dans le milieu académique, tout ce qu'on apprend comme théorie, tout ce qu'on apprend comme principe est toujours appuyé par des exemples. Et ces exemples-là n'ont pas trait nécessairement à son histoire. Ça peut être l'histoire des États-Unis, ça peut être l'histoire de la Russie, de partout au monde. Donc vous voyez, c'est ça même la culture éducative. Alors si on veut être éduqué, donc on doit être humble à reconnaître ces exemples qui viennent d'ailleurs, mais qui sont destinés à nous instruire et à nous servir, si pas nous aider. Ok? Alors je cite cet exemple de Mandela. Et Tambo. Donc Tambo concède le leadership de l'ANC à qui? À Mandela. Mandela n'était pas le président. Et il le laisse même aller aux élections. Et Mandela devient président. Et on célèbre Mandela. Et Tambo devait être encore célébré plus. Parce que son esprit de sacrifice, les valeurs qu'il avait démontrées par son attitude et son acte, c'est ce valeur-là qui a scellé la force, la puissance de l'ANC. Le fait de dire, moi, je suis là. Même si je suis président, mais je reconnais qu'en ce moment ici, celui qui peut mieux jouer ce rôle pour l'intérêt de la nation, c'est lui. Moi, je me retire. Alors, je dis que c'est une des qualités parmi tant d'autres. C'est un exemple que je voulais donner. Cet exemple n'épuise pas d'autres aspects qu'on peut citer pour avoir un candidat unique. Citer aussi le candidat unique. C'est-à-dire que ça doit aussi être des critères. Ça doit être quelqu'un qui comprend le climat sur le plan politique interne, la dynamique, le besoin sur le plan politique, économique, social, et qui est sensible à la souffrance du pays, du peuple. Voilà des critères, je peux m'arrêter là. Mais je dis,
Alors, il faut que le choix, donc tout cela balancé avec une conscience des enjeux dans la région, des enjeux juste sur le plan international. Donc, vous savez, par exemple, aujourd'hui, aux Nations Unies, parce qu'il y a eu cette réunion aux Nations Unies, vous savez, Kabila a dit qu'il ne veut pas de la MONUSCO au Congo. Il faut qu'on ait des leaders qui soient capables de comprendre vraiment le degré d'une telle déclaration, le danger que cela peut représenter, les conséquences que cela peut impliquer. Et ils sont en mesure de gérer ces choses de manière sage et intelligente. Donc, quelqu'un qui a quand même une expérience, pas seulement une expérience aussi, mais qui est introduit aussi diplomatiquement, aussi bien dans la région que sur le plan international. Bon, je peux m'arrêter là en ce qui concerne les candidats uniques. Et je ne crois pas aussi, parce que j'ai entendu le président Bemba qui disait, bon écoutez, on laisse les deux candidats ou les candidats qui ont été validés de trouver un compromis et puis quand ils auront trouvé un compromis entre eux et nous aussi on va endosser le candidat qu'ils vont trouver dans leur compromis. Je ne suis pas d'accord avec cette opinion. Moi je crois que déjà au début, on doit dire voilà, nous avons les candidats qui sont validés, nous tous, nous nous mettons ensemble. Par rapport à tous les critères, nous choisissons la personne dont on a besoin pour mener cette bataille. Et les aspects sont nombreux. Ce n'est pas seulement la popularité, mais il y a aussi la capacité de vraiment convaincre la communauté tant internationale que le peuple congolais. Merci beaucoup, Président Bruno Kantoupa. Parlons à présent de la visite des Chadari ici en Afrique du Sud. Bon, même avant que je ne parle même de la visite de Chadari, je voudrais encore revenir sur les critères. Je crois que j'ai effleuré ça. Vous savez, il y a ce programme que chaque leader a fait pour son projet de société et tout ça. Il faudra vraiment que aussi le candidat soit à mesure de faire la synthèse. Parce que ce candidat-là ne sera pas un candidat qui va représenter son parti politique. Mais c'est un candidat qui va représenter l'aspiration qui s'exprime à travers les programmes des différents partis politiques. Donc ce candidat doit être en mesure de cerner les différences et de trouver le point commun et les points importants, si pas avantageux, pour le pays. Donc on doit avoir quelqu'un qui a cette capacité-là. C'est-à-dire de comprendre le programme des uns et des autres, de faire un consensus lui-même et de voir, de dégager ce qui est important et capital, prioritaire. Donc nous devons avoir un candidat qui a cette capacité de percevoir, parce que le programme est très important. C'est vrai, nous avons besoin de quelqu'un qui va être candidat, parce que quand nous avons un candidat dans lequel nous tous nous convergeons, tout notre soutien, ça va donner plus de chances. Encore faudra-t-il dire qu'il faut aussi peser sur le plan international parce que nous savons que souvent, les élections, ça a toujours été le cas où on endosse pratiquement la personne qui a été acceptée par la communauté internationale. Donc il doit convaincre, c'est-à-dire sa capacité de cerner les choses, donc autant au niveau du programme que les autres vont donner, et qui puisse, quelqu'un qui peut vraiment recadrer tout ça. Ah, mais c'est quand même c'est quand même une capacité cruciale. Parce que notre pays, vous savez que le Congo est 2 fois plus grand que l'Afrique Sud pratiquement, 2 fois plus grand que le Nigeria. C'est le 2e pays en termes de superficie grand en Afrique après, je crois, l'Algérie. Vous savez que le Congo est plus grand combien de fois, je ne sais pas, 80 fois que la Belgique, que la France, je ne sais pas combien de fois. Même l'Allemagne, qui est une des puissances en Europe, le Congo est plus grand que l'Allemagne. Donc le Congo est parmi, je ne sais pas, les 11 premiers
grand pays en termes de superficie au monde. Donc ce n'est pas un petit pays. Et puis en termes de convoitise, que nous sommes la cible. Donc nous avons besoin d'un président qui est vraiment à la hauteur. Bon, voilà. Alors maintenant vous parliez de... Chadari, ici à la voiture. Oh mais écoutez, quand vous avez parlé de Chadari, j'ai eu vraiment des frissons ici. Pourquoi? Parce que ce monsieur est arrivé en Afrique du Sud. Nous tous on était inquiets. Vous savez qu'on a eu des sorties qui ont fait un grand succès ici. Et la moindre chose à laquelle on pouvait s'attendre, c'est de voir ce candidat-là de la majorité venir ici, au risque de compromettre tout ce que nous avons réussi à obtenir de l'Afrique du Sud, la tension d'abord sur le plan politique, et peut-être les intentions, en gagnant les cœurs et l'attention des politiciens sud-africains. Donc pour nous, vous savez, c'était un sujet de grande préoccupation. Et on voulait savoir qu'est-ce que cet homme était en train de faire, qui il avait rencontré. À notre grande surprise, on a vu les images. Il avait rencontré Cyril Ramaphosa, il avait rencontré la femme de Zuma, il avait rencontré tous les caciques de Zuma. On était vraiment surpris de voir ça dans les photos. Eh bien, je peux donner une opinion sur ça. Vraiment, mon souci était celui-ci. À la fois un souci, mais aussi un aspect, c'était la confirmation de ce que nous avons toujours su, c'est que la majorité présidentielle, Kabila avait le soutien du gouvernement sud-africain, le gouvernement Zuma. Les premières images que nous avons eues, nous l'avons vu à côté de la femme de Zuma, nous l'avons vu à côté des ministres qui étaient vraiment proches de Zuma.